Salut, on complète l'étude des étoiles aujourd'hui. Il va rester deux cours ensuite. Un qui va porter sur la recherche de vie extraterrestre et l'autre sur la cosmologie, donc les galaxies et l'expansion de l'univers. Donc, si je récapitule un petit peu ce qu'on a dit concernant les étoiles, euh, on a commencé par regarder comment on pouvait déterminer la distance à une étoile. Donc, quand une étoile est assez proche, on peut utiliser la parallaxe. Et puis, si on connaît la distance à une étoile, et qu'on mesure sa magnitude, donc son intensité ou sa brillance à travers un filtre. Donc le filtre, typiquement, c'est le filtre visuel qui est de couleur jaune. Ben, quand on connaît ces deux variables-là, on peut trouver une troisième qui est la luminosité. Donc la luminosité de l'étoile, c'est la quantité réelle de lumière qui en émerge. Et on a vu au dernier cours que si on mesure l'intensité de l'étoile ou la magnitude à travers le filtre V et le filtre B et qu'on compare les deux magnitudes en soustrayant V de B, que ça nous indiquait la couleur de l'étoile et que la couleur était directement liée à la température. Donc, vous pouvez le voir ici. Vous avez les différentes couleurs possibles pour les étoiles. Donc, vous avez du rouge au bleu en passant par l'orange, le jaune, le blanc. On va voir pourquoi ce sont les seules couleurs possibles pour les étoiles aujourd'hui. Donc, horizontalement, vous avez soit la couleur ou la température, étant donné qu'une indique l'autre. Donc, vous avez des températures qui vont aller d'à peu près 2000 degrés jusqu'à au-delà de 30 000 degrés. Les lettres qui sont ici représentent ce qu'on appelle le type spectral de l'étoile. On va reparler de ça plus tard. Donc, vous avez la température qui augmente vers la gauche dans ce diagramme-là, qui s'appelle le diagramme Hertzsprung-Russell, qui est vraiment très important en astronomie. Et verticalement, vous avez la luminosité qui est sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire que ça augmente un facteur 10 à chaque fois que vous augmentez d'une ligne. Ce qui fait que quand on place les étoiles là-dessus, luminosité en fonction de la température, c'est pas n'importe quelle combinaison des deux qui est possible. On remarque que la grande majorité des étoiles se retrouvent sur une espèce de bande. La bande s'appelle la série principale ou la séquence principale. Alors, on peut remarquer que sur la partie de la série principale qui est en bas ici, c'est là que vous retrouvez la très grande majorité des étoiles. Donc, des étoiles qui sont rouges et qui sont petites, plus froides que le Soleil. Donc, quand on est à droite ici, c'est plus froid. Plus froid que le Soleil. Le Soleil est ici. Plus froid et moins lumineux que le Soleil. Donc, les naines rouges, ce sont les étoiles les plus nombreuses. Et à mesure que vous déplacez sur la série principale, vous avez des étoiles de plus en plus chaudes, de plus en plus lumineuses, qui sont bleues. Vous n'avez pas uniquement la série principale, vous avez aussi la zone des géantes qui est ici. Vous avez la zone des supergéantes qui est là. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que, en réalité, le diagramme Hertzsprung-Russell nous permet de voir c'est quoi les différents stades de la vie d'une étoile. Donc, ce qu'on va voir, c'est que quand une étoile est à l'âge adulte, quand elle brûle tranquillement de l'hydrogène en hélium, comme le Soleil est en train de faire, elle est sur la série principale. Et quand elle n'a plus de carburant, quand il n'y a plus d'hydrogène dans son cœur qui peut se transformer en hélium, l'étoile gonfle. Si elle est de masse moyenne comme celle du Soleil, elle va devenir une géante. Donc le Soleil, quand il va avoir fini de brûler son hydrogène, il va se déplacer et il va être dans la zone des géantes. Il va donc finir par perdre ses couches superficielles qui vont être faiblement liées au reste de l'étoile et il va laisser en son centre, dans des milliards d'années, plusieurs milliards d'années, une naine blanche, donc un cadavre stellaire. Alors le Soleil va passer de cette position-là jusqu'à la zone des géantes et ensuite va tranquillement devenir une naine blanche. Vous avez la zone des naines blanches qui est ici. Euh, donc, c'est le parcours qui attend le Soleil. Pour une étoile qui est plus massive, parce que la masse, c'est une autre caractéristique qu'on a vu comment déterminer la dernière fois. On a vu que si on a une étoile qui a un compagnon, qu'on pouvait se servir des caractéristiques de l'orbite d'une étoile autour de l'autre pour trouver leur masse. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur la séquence principale, plus une étoile elle est massive, les masses sont indiquées ici. Vous avez une fois la masse du Soleil, avec le Soleil à côté, 1,5 fois, 3 fois, 6 fois. Donc, à mesure que la masse augmente, vous avez une étoile qui est de plus en plus
chaude et lumineuse, et en même temps bleue. Donc, les étoiles qui sont plus massives, elles, quand elles ont fini de transformer l'hydrogène en hélium dans leur cœur, ne deviennent pas des géantes, deviennent des supergéantes. Donc, par exemple, Spica, dans la constellation de la Vierge, on appelle aussi l'Épi, va devenir une supergéante, possiblement comme Deneb ou Rigel. Et la supergéante, elle, va exploser dans ce qu'on appelle une supernova. Et ce qu'elle va laisser en son centre, ce n'est pas une naine blanche, c'est soit une étoile à neutrons, ou si on parle d'étoiles très, très massives, donc Spica est peut-être sur la limite de ces étoiles assez massives pour devenir ce qu'on appelle des trous noirs. Donc, là, je vous révèle un petit peu le punch, c'est-à-dire qu'il y a une évolution stellaire qui est possible, qui est très lente, qui se fait sur des millions, des milliards d'années, mais que le diagramme Hertzsprung-Russell nous permet d'inventer. Cette histoire-là là, que les étoiles ont, le diagramme nous permet de la déduire. Donc, c'est ce qui nous attend pour aujourd'hui. Ce qu'on voudrait pour être capable de déduire ça, comment on sait ça, par exemple, que c'est de l'hydrogène qui se transforme en hélium dans le cœur d'une étoile. Je vous ai souvent dit que les atomes de votre corps avaient été créés dans une étoile il y a des milliards d'années. Comment on sait ça? C'est qu'il faut commencer par déterminer la composition des étoiles. Et pour faire ça, on a besoin de ce qu'on appelle la spectroscopie. Donc, ça, c'est un des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Et ça va nous permettre finalement, par une suite de déductions logiques, de déterminer la durée de vie de l'étoile. Alors, le lifetime que vous avez là, qui est directement lié à la masse, on va voir comment on est capable de le déterminer. C'est quand même assez simple. Alors, avec ça, on va avoir un aperçu assez complet de ce qu'est une étoile. Donc, je vous aurais déduit, là, je ne l'ai pas mentionné, mais que vous avez des étoiles, le nom le dit, le géante, supergéante, c'est dont le rayon est indiqué ici, dont le rayon est élevé, et vous avez les naines qui ont des rayons plus petits. Donc, on parle ici de 10 exposant moins 2, on parle de 1 centième du rayon du Soleil, alors qu'ici, on parle de 10 exposant 2, 100 fois le rayon du Soleil, ou le diamètre, c'est comme vous voulez. Bon, alors, on a dit la spectroscopie. Donc, qu'est-ce que c'est que la spectroscopie? Si on avait eu un cours en classe, ce que j'aurais fait, c'est que je vous aurais distribué un spectroscope, comme ça ici. Le spectroscope, à une extrémité, vous avez une fente verticale, et de l'autre côté, vous avez un endroit pour regarder ou mettre votre œil, où est-ce que vous avez un réseau. Le réseau, c'est assez simple, là. C'est un petit morceau de plastique transparent dans lequel il y a des rayures qui ont été tracées. Des rayures qui sont très, très fines, très, très proches l'une de l'autre, à égale distance l'une de l'autre. Et ce qu'un réseau fait, c'est un peu comme un prisme. Vous avez sûrement déjà vu l'image du prisme triangulaire qui prend de la lumière blanche et qui la disperse dans ses différentes couleurs. Le réseau fait la même chose. Donc, si vous avez un objet solide, dense, en fait, je devrais dire. Ça n'est pas obligé d'être solide. On va voir que dans le cas des étoiles, ce n'est pas vraiment un solide. Si on a un objet qui est dense, qui est chauffé, qui émet de la lumière, et qu'on fait passer cette lumière-là à travers un réseau, le réseau va disperser cette lumière-là et vous allez voir le spectre continu de la lumière émise par l'objet. Alors, les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Donc, le Soleil émet un spectre qui ressemble à ça. À première vue, on va voir qu'il y a des petites subtilités. Une lampe incandescente va émettre ça aussi. Donc ça, oui, c'est un spectre continu qui va du rouge jusqu'au violet, donc les couleurs qui constituent la lumière blanche. Maintenant, bon, c'est ça, on va définir ce que c'est. Le spectre continu, vous avez dans votre cahier une phrase qui est à compléter. Alors, on vous dit un corps dense émet de la lumière sur une plage étendue de couleurs qui dépend de la température du corps uniquement. Ça, c'est vraiment intéressant. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Je vous avais montré une tige de fer forgé qui était chauffée, puis je vous avais dit, ce qui est intéressant, c'est que si ce n'était pas du fer forgé, mais de l'acier, par exemple, ou si c'était un autre matériau qu'on est capable d'élever à la même température que le fer forgé, il y aurait la même couleur. Donc,
la plage de couleurs qu'émet un objet ne dépend pas de la nature de l'objet, ça dépend uniquement de la température de l'objet. C'est ce qui nous permet donc de dire, OK, si j'ai là une étoile qui a la même couleur que l'extrémité de ma tige de fer forgé, c'est qu'elle est à la même température. Alors, on parle de couleurs ici au sens très large. Là. Vous allez voir qu'il y a des couleurs que l'œil ne voit pas. En tout cas, dans la définition que nous autres, on va donner de la couleur. Donc, le spectre en question, on voudrait voir de quoi il a l'air. Et la façon de déterminer ça, c'est dans un diagramme comme ça ici. Alors, laissez-vous pas impressionner par les nombres et la terminologie, c'est assez simple. Vous avez l'éclairement, donc la quantité de lumière qui est émise en fonction de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est directement relié à la couleur. Donc, juste pour vous montrer, vous avez ici la partie du spectre qui correspond à la lumière visible. Donc, vous avez du violet jusqu'au rouge. J'ai refait un peu la même chose qu'ici. Je n'ai pas mis toutes les couleurs. C'est des bandes rectangulaires que j'ai faites. Alors, vous voyez que la partie du spectre que l'œil humain voit, c'est une petite partie de rien du spectre électromagnétique complet. Autrement dit, il y a des couleurs qui sont à gauche du violet ici, à droite du rouge ici, que l'œil ne voit pas. Donc, juste à gauche du violet qui est ici, vous avez l'ultraviolet. L'ultraviolet, le soleil en émet, c'est ce qui vous fait bronzer. Donc, vous avez l'ozone qui va absorber l'ultraviolet et qui va donc vous protéger des mutations génétiques que ça pourrait occasionner de l'ultraviolet trop énergétique qui atteindrait vos cellules. Puis de l'autre côté du rouge, vous avez l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, c'est de la lumière que vous sentez, que votre corps sent comme étant de la chaleur rayonnante. Donc, le soleil, la chaleur du soleil que vous sentez, c'est pas la lumière visible qui vient du soleil qui vous chauffe, c'est la lumière infrarouge. En fait, la lumière visible vous chauffe, mais votre corps ne le sent pas. OK, donc vous voyez que la température est indiquée ici. Les unités, ce sont des degrés Kelvin. On a déjà dit qu'avec les températures importantes qui étaient en jeu quand on parle d'étoiles, que ça ne faisait pas de différence qu'on parle de Kelvin ou de degrés Celsius. Donc, on va juste dire degrés. Alors, vous pouvez remarquer que si vous avez un objet qui est à 12 000 degrés de température, ce qu'il va émettre comme couleur, c'est tout ce qui est en dessous de la courbe qui est là. Donc, vous voyez que la couleur, entre guillemets, qui est émise en plus grande quantité, c'est celle qui correspond à où est-ce qu'il pique ici. Alors, si je descends ici, je vois que je suis à gauche du violet, je suis dans l'ultraviolet. Donc, si vous aviez une étoile très chaude, qui est à 12 000 degrés, cette étoile-là émettrait plein de couleurs différentes, mais c'est l'ultraviolet qu'elle émettrait en plus grande quantité. Alors, quelle couleur aurait cette étoile-là à l'œil? Étant donné que toutes les couleurs visibles sont émises, mais que c'est la partie violette qui est émise en plus grande quantité, le fait que toutes les couleurs soient émises, ça fait qu'il y a un fond blanc à cette étoile-là. Donc, l'étoile aurait tendance à être blanche, mais parce qu'il y a plus de lumière violette qui est émise, l'étoile serait bleu-violet, serait bleutée. Comme c'est le cas pour Rigel. Donc, Rigel, on avait dit 10 000 degrés, je pense, de température, ou 9 000, là, je ne me rappelle pas exactement. Le spectre ne serait pas si différent de celui qu'on a là. Donc, Rigel est bleu. Pourquoi? Parce que vous avez le bleu qui est émis en plus grande quantité que les autres couleurs du visible. Si vous avez une température de 6 000 degrés, comme c'est le cas pour le Soleil, à ce moment-là, la courbe, c'est ça ici. Donc, première chose qu'on observe, c'est que la courbe est pas mal moins haute que celle-là, ce qui veut dire qu'au total, il y a moins de lumière qui est émise. On n'est pas surpris. La tige de fer forgé de la dernière fois, on avait remarqué qu'à l'extrémité la plus chaude, c'est là que c'était le plus brillant, plus de lumière émise quand c'est plus chaud. Pas surpris de ça. Sauf que le pic, on voit qu'il n'est plus à la même place. Il n'est plus dans l'ultraviolet du tout. Le pic est dans le centre du spectre visible, dans le jaune, jaune-vert dans ce coin-là. Quand je vous parlais du filtre V visuel, je vous disais qu'il est jaune, c'est qu'il correspond au centre du spectre visible. Alors, si vous combinez toutes ces couleurs-là qui sont émises, vous avez une couleur blanche, un petit peu jaune, donc un blanc crème, là, comme on avait vu, qui était la vraie couleur du soleil. Alors, vous remarquez qu'il y a de l'ultraviolet qui est émis,
il y a aussi de l'infrarouge qui est émis. Si on descend encore à la température de Bételgeuse, 3000 degrés, bien là, vous voyez que, ben oui, toutes les couleurs du visible sont émises, mais c'est surtout le rouge qui est émis en plus grande quantité, ce qui fait que ben, l'étoile va être rougeâtre. Donc, il n'y a vraiment aucun moyen d'avoir une étoile qui est verte. Pour avoir une étoile qui est verte, il faudrait qu'il y ait un pic très, très mince qui soit émis par l'étoile, qui soit juste vis-à-vis le vert. Or, les pics, en fait, les courbes sont trop larges pour ça. Il n'y a pas de courbe assez mince. En tout cas, si vous augmentiez la température encore plus, ça deviendrait plus mince, mais le pic serait clairement dans l'ultraviolet. Donc, vous n'aurez jamais d'objet dense, chauffé, qui va émettre uniquement de la couleur. En fait, qui va apparaître vert parce qu'il faudrait à ce moment-là qu'il émette une seule couleur, puis ce n'est pas le cas quand on a des spectres continus. Si je continuais encore plus bas, par exemple, si je voulais représenter le spectre continu de lumière émis par le corps humain. Donc, pas le spectre, pas la lumière que vous voyez quand vous regardez quelqu'un, pas la lumière que la personne... Quand vous voyez quelqu'un, en fait, ce que vous voyez, c'est la lumière que la personne a réfléchie vers vos yeux. Donc, si vous éteignez les lumières complètement, fermez les stars, vous ne voyez pas la personne. Mais si vous étiez un animal ou si vous aviez des lunettes infrarouges, vous verriez la personne. Parce qu'à 300 degrés Kelvin, qui est la température du corps humain, ben, la courbe ressemble à peu près à ça. Donc, vous n'avez pas de lumière visible qui est émise et vous avez de la lumière qui est infrarouge qui est émise. Alors, si vous avez remarqué, il y a des thermomètres, là, puis ils ont été quand même assez pratiques pendant la pandémie. Ils sont encore pratiques pendant la pandémie. C'est des thermomètres où est-ce qu'on n'a pas besoin de toucher. Là. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on capte à deux longueurs d'onde différentes la lumière. Donc, on mesure l'intensité ici, l'intensité là, à deux longueurs d'onde différentes. On compare les deux intensités et ça nous dit c'est quoi la température. Parce que si la température est encore plus faible, ben, on aurait une courbe qui est comme ça. Puis le rapport des deux intensités, là, j'ai fait ça exagérer, ne serait pas le même. Bon, donc, vous émettez de la lumière, mais cette lumière-là n'est pas visible par l'œil humain. Un autre type de spectre, le spectre d'émission. C'est-à-dire que si vous avez un gaz maintenant, tantôt on avait un corps dense, maintenant on a un gaz. Un gaz chauffé va aussi émettre de la lumière. Si cette lumière-là, on la fait passer à travers un réseau, le réseau la disperse. Et ce qu'on obtient, c'est un spectre d'émission, c'est-à-dire certaines couleurs bien précises qui sont émises par le gaz. Si on était en classe, j'aurais à l'avant deux lampes spectrales, une hydrogène, l'autre hélium, et vous regarderiez la lampe à travers votre spectroscope et vous seriez capable de voir des raies d'émission comme ça ici. Alors, le spectre d'émission, phrase à compléter dans le cahier, un gaz chauffé émet de la lumière à des couleurs précises qui dépendent de sa nature. Donc, vous voyez, différence avec ce qu'on avait tantôt. Tantôt, on disait la couleur d'un objet dense chauffé dépend uniquement de sa température et non pas de sa nature. Ici, ça va dépendre de quoi est constitué le gaz, les couleurs qu'il émet quand il est chauffé. Alors ici, vous avez des spectres possibles. Vous avez l'hydrogène en haut, l'hélium dans le milieu et le sodium en bas. Alors les deux spectres qui sont là, c'est ceux que j'aurais aimé vous montrer en classe. Vous auriez reconnu 4 raies spectrales, on appelle ça comme ça, des raies spectrales pour l'hydrogène. Celle-là, elle a l'air orangée ici, mais en réalité, elle est rouge. Là. Rouge, cyan, bleu, bleu-violet. Et pour l'hélium, en fait, tout ça, ces 4 couleurs-là, quand vous les combinez, ça donne une apparence rosée à la lumière émise par le gaz d'hydrogène, alors que l'hélium, lui, émet les couleurs qui sont là, ce qui lui donne une apparence pêche. Donc, vous êtes capable de reconnaître vraiment de quoi est composé un gaz en trouvant les raies spectrales qu'on a là, ils ressemblent à quoi. Donc, par exemple, si vous avez un gaz chauffé, une nébuleuse, par exemple, qui serait chauffée par des étoiles naissantes dedans, ben, vous auriez, s'il y a de l'hydrogène et de l'hélium dans la nébuleuse, ben, vous auriez ces raies-là qui apparaîtraient. Alors, si vous comparez à ce que vous voyez dans le labo, vous serez capable d'évaluer c'est quoi la composition du nuage. Le sodium, on l'a mis là parce que c'est assez typique comme spectre.
Les lampes au sodium, des lampadaires de rue, par exemple, coûtent pas mal moins cher que les autres types de lampes, ben, sont jaunes. C'est à cause des deux raies spectrales très proches l'une de l'autre qui sont typiques du sodium. Pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on va, je vous ai déjà dit peut-être que l'élément le plus abondant dans les étoiles, c'est l'hydrogène. Ça, c'est l'élément le plus simple qu'on retrouve dans la nature. Un électron, un proton. Ben, comment on sait ça? C'est que on a trouvé l'hydrogène dans le spectre du Soleil. Alors, si on veut être capable de comprendre cette déduction-là, que c'est l'hydrogène qui est le plus abondant, ben, il faut comprendre un petit peu comment c'est émis ça, un spectre d'émission. Alors, ça va peut-être vous ramener sur des notions de sciences physiques du secondaire. Alors, vous avez ici les niveaux d'énergie pour l'hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène peut être à différents niveaux d'énergie. Donc, vous avez le niveau 1, qu'on appelle le niveau fondamental, où est-ce que la très grande majorité des atomes se trouvent quand la température n'est pas si élevée que ça. Donc, vous êtes au niveau 1, mais s'il y a une collision, s'il y a deux atomes qui entrent en collision, s'il y a de la lumière qui est incidente sur l'atome, c'est possible que l'atome monte au niveau 2, même au niveau 3, au niveau 4. En fait, dans la lampe spectrale que j'aurais aimé vous montrer, c'est un courant électrique qui passe à travers et qui fait monter les atomes à des niveaux de plus en plus hauts. Et naturellement, les atomes ont tendance à revenir vers le niveau fondamental. Puis quand ils font ça, quand par exemple on passe du niveau 2 au niveau 1, il y a une diminution d'énergie de l'atome. Or, l'énergie, elle est conservée, ce qui fait que l'énergie ne peut pas juste disparaître. Alors, ce qui arrive, c'est que la quantité d'énergie qui est déterminée par la distance entre les deux lignes, la quantité d'énergie qui est perdue par l'atome, elle se trouve être émise dans l'espace sous forme d'un photon, donc une particule de lumière. Et la quantité d'énergie est directement liée à la couleur. Alors, par exemple, ici, vous avez là un atome qui passe du niveau 2 au niveau 1. Alors, ce qui est émis, j'aurais pu faire peut-être un petit dessin là-dessus. Ce qui est émis, quand ça arrive, ça, c'est une particule de lumière, mais l'énergie, vous voyez que la flèche est quand même assez longue comparée aux autres flèches qu'on va avoir tantôt. Par exemple, le niveau 3 et le niveau 2, vous voyez que la flèche va être plus courte. Alors, qui dit grande énergie, dit plus petite longueur d'onde. Donc, vers la gauche dans le spectre de tantôt. Alors, quand c'est à gauche du violet, c'est ultraviolet. Donc, l'œil ne voit pas le photon qui est émis quand l'atome d'hydrogène passe du niveau 2 au niveau 1. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on passe du niveau 3 au niveau 2? Du niveau 3 au niveau 2, là, on a la raie orange, en fait, c'est plus rouge, la raie rouge de l'hydrogène. Donc, vous voyez que la différence d'énergie, en fait, la quantité d'énergie qui correspond à la longueur de la flèche, elle est pas mal plus petite que celle de l'ultraviolet. Donc, énergie plus petite dit longueur d'onde plus grande. Alors, on est dans le rouge à ce moment-là ici. On l'appelle la raie H-alpha, le H pour hydrogène, alpha parce que c'est la première lettre grecque. Alors, c'est la première transition qu'on a qui donne de la lumière visible. Ensuite, vous avez, lorsque l'électron passe du niveau 4 au niveau 2, une flèche un peu plus longue, donc qui correspond à une longueur d'onde plus petite. Alors, c'est la raie cyan de l'hydrogène qu'on appelle la H-bêta qui est émise. Niveau 5 au niveau 2, plus d'énergie encore, la raie bleue H-gamma. Et finalement, niveau 6, je n'ai pas écrit 6 ici, mais niveau 6 au niveau 2, la H-delta. Si vous aviez 7 au niveau 2, ça serait aussi de l'ultraviolet, donc on ne s'en occupe pas. Nous autres, ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement les 4 raies qui sont visibles. Alors, voici un exemple d'application d'un spectre d'émission. Vous avez une nébuleuse qui est visible uniquement si vous êtes dans l'hémisphère sud sur la Terre. C'est la nébuleuse de la Carène. La Carène, c'est une constellation de l'hémisphère sud. Alors, vous voyez clairement, vous avez une nébuleuse, un nuage de gaz qui est illuminé par des étoiles qui sont dedans, qui est clairement rougeâtre. Pourquoi est-ce que le nuage est rougeâtre? Ce qui est très typique des nuages qui contiennent de l'hydrogène, c'est parce qu'il y a une raie d'émission ici très intense, qui est la raie H-alpha. Donc, la raie rouge de l'hydrogène est émise en très grande quantité par ce nuage-là.
Vous reconnaissez d'autres éléments là-dedans. Alors, vous pouvez reconnaître ici, ben, premièrement, vous avez de l'hydrogène encore, vous avez les autres raies, donc vous avez la H-bêta qui est ici, l'arrêt cyan, H-gamma, H-delta. Vous avez des raies d'hélium, l'arrêt orange de l'hélium qu'on a vu tantôt, l'arrêt bleu de l'hélium qui est ici. Et vous reconnaissez d'autres éléments. Vous avez par exemple le soufre ici. Alors, si vous reconnaissez que s'il y a une raie d'émission qui est ici, à la longueur d'onde qui est indiquée là, vous allez voir avec vos données de laboratoire, bon, quel gaz qui, en laboratoire, émet de la lumière à cette longueur d'onde-là. Vous voyez que c'est le soufre. Alors, vous savez qu'il y a du soufre dans ce nuage-là. Bon, vous avez l'oxygène ici. Donc, oui, vous seriez capable, donc, en observant ça, de déduire, juste en observant ça, en faisant passer ça à travers un spectroscope, de déduire qu'est-ce qu'il y a comme élément dans ce nuage de gaz-là. Donc, c'est comme si on prenait un échantillon à distance. Dernier spectre, et non le moins dans ce qui concerne l'astronomie, c'est le spectre d'absorption. Si on a un corps dense chauffé, par exemple, filament d'ampoule incandescente, qui va en passant monter jusqu'à une température pratiquement de 3000 degrés, donc similaire à la surface de pétalgeuse, ben, cette ampoule-là va émettre un spectre continu qu'on reconnaît ici. Si entre l'ampoule et le spectroscope, il y a un gaz plus froid, il va manquer certaines couleurs dans le spectre continu. Alors, le spectre d'absorption, on dit si un gaz se trouve devant un corps dense plus chaud, le gaz absorbera les mêmes couleurs que celles qu'il émet lorsqu'il est chauffé. Donc, si c'est de l'hydrogène ici, il va manquer l'arrêt rouge, l'arrêt cyan, l'arrêt bleu et l'arrêt violette de l'hydrogène. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Je vous dessine le Soleil ainsi que son atmosphère. Effectivement, les étoiles ont des atmosphères, toujours. Alors, vous avez ici la partie qui est dense du Soleil. La limite de cette partie-là, on l'appelle la photosphère. Donc, quand on vous dit que le Soleil a une température de 6000 degrés, c'est la température de la photosphère dont on parle. Donc, le Soleil, on peut dire qu'il est dense jusque-là. Il est dense et chaud. Il est dense, mais ce n'est pas un solide. C'est un plasma. Au-delà de la photosphère, vous avez l'atmosphère du Soleil. J'aimerais dire ça, c'est le Soleil. Alors, l'atmosphère, c'est un gaz plus froid. Je ne dis pas que le gaz, il est froid, il est juste plus froid que la photosphère. Bon, si la photosphère, elle est à 6000 degrés, elle émet de la lumière qui est blanc-crème. Alors, vous avez de la lumière blanche qui sort. Et cette lumière blanche-là, si elle rencontre un atome d'hydrogène, okay, on le sait, il y a de l'hydrogène dans l'atmosphère du Soleil, si elle rencontre un atome d'hydrogène, ce qui va arriver, c'est que ben, la lumière blanche contient toutes les couleurs visibles. Parmi ces couleurs-là, il y a le rouge que l'hydrogène peut absorber. Parce que l'hydrogène, là, vous avez ses niveaux d'énergie. Vous avez 1, 2, 3, 4. Si vous chauffez un gaz d'hydrogène, vous le faites passer du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3, bien, quand il va passer du niveau 3 au niveau 2, il va émettre un photon rouge. Mais si ça se passe à l'envers, c'est-à-dire que si vous avez un photon rouge qui arrive comme ça, le photon rouge, il a exactement la bonne énergie pour faire monter l'atome du niveau 2 au niveau 3. Et quand l'atome va retomber possiblement au niveau 2, ben, il va émettre de nouveau le photon. Alors, on pourrait penser que ben, ça ne change rien parce que le photon, il a beau être absorbé par l'atome d'hydrogène, l'hydrogène va le réémettre, mais la clé, c'est que le photon, il ne sera pas réémis dans la direction initiale qu'il avait. C'est-à-dire que si vous autres, vous êtes l'observateur, ça c'est un œil, vous êtes ici, le photon qui allait vers votre œil, le photon rouge, il finit par être dévié, mais dans une direction autre que la direction initiale. Alors, vous avez le photon qui part, c'est le photon qui correspond à l'arrêt H-alpha, et qui ne va pas vers votre œil. Donc, il est manquant dans le spectre que vous observez. De la même façon, vous pourriez avoir le photon cyan
de couleur cyan, qui fait partie de la lumière blanche, qui lui va faire monter l'atome du niveau 2 au niveau 4. Puis quand l'atome va revenir au niveau 2 à partir du niveau 4, ben, il y a un photon cyan qui va être émis, mais dans une direction aléatoire, ce qui fait qu'il va manquer cette couleur-là aussi. Donc, il y a une absorption, mais une réémission dans une direction autre, ce qui fait qu'il manque les couleurs en question. Donc, c'est possible de déterminer la composition de l'atmosphère d'une étoile en regardant c'est quoi les couleurs qui manquent. Et ça, le premier qui a vu ces spectres-là, c'est Fraunhofer. Alors, Fraunhofer, 1814, a découvert qu'il y avait des raies sombres dans le spectre du Soleil. C'était pas aussi clair que ça, ce que lui a vu. Alors, on peut identifier à quels éléments ces raies d'absorption-là correspondent. Donc, si je commence, vous avez la raie rouge de l'hydrogène, la C. Vous avez F, la raie cyan de l'hydrogène. Vous avez les deux raies du sodium dans le milieu, on en a parlé tantôt, les deux raies jaunes collées les unes sur les autres. Vous avez K et H qui sont les raies bleues du calcium. Alors, quand vous voyez des raies comme ça, vous savez que ces éléments-là existent dans l'atmosphère du Soleil. Vous avez ici du fer. Vous avez la raie bleue de l'hydrogène, mais il y a aussi, elles se confondent avec des raies du fer et du calcium. Donc, en tout cas, déjà, là, on voit que les éléments qu'on retrouve là, ce sont des éléments qu'on trouve sur la Terre. Donc, initialement, l'impression qu'on a, c'est que le Soleil a la même composition que la Terre. Si on continue, vous avez A et B qui sont des raies de l'oxygène, mais pas de l'oxygène qui est dans l'atmosphère du Soleil, de l'oxygène qui est dans l'atmosphère de la Terre, parce qu'il ne faut pas oublier que la lumière qui vient du Soleil passe à travers l'atmosphère de la Terre. Donc, s'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, cet oxygène-là va absorber certaines couleurs. Ici, ça devient pas mal intéressant. Là, c'est difficile à voir, là, parce qu'elles se confondent un peu avec les raies du sodium. C'est que derrière, ici, là, il y a une raie qu'on ne voit pas, qui est très fine, mais avec une bonne résolution, on la verrait. C'est une raie jaune de l'hélium. C'est la raie jaune de l'hélium. Bon, ça ne semble pas particulièrement intéressant dit comme ça, mais il faut se rappeler que quand Fraunhofer et ses successeurs voient ça, ils ne réussissent pas à associer à aucun élément connu sur la Terre cette raie-là, parce que l'hélium n'était pas découvert à cette époque-là. Donc l'hélium, on peut dire qu'il a été découvert dans le Soleil, c'est-à-dire dans le spectre d'absorption du Soleil, et c'est pourquoi il s'appelle comme ça, parce que hélium, ça vient du grec hélios, qui veut dire soleil. Ça a été découvert plus tard dans des grottes aux États-Unis, le gaz qui est l'hélium, mais à l'époque, 19e siècle, au début, on ne sait pas c'est quoi ça de l'hélium. Donc, c'est découvert dans le Soleil. Alors, donc, oui, le Soleil semble avoir une composition semblable à celle de la Terre. Ça fait même pas 100 ans qu'on sait comment le Soleil fait pour briller. Au 19e siècle, on a avancé plein d'hypothèses. Par exemple, est-ce que le Soleil pourrait être fait de charbon? Si c'est le cas, ben, on calcule qu'il pourrait briller pendant 5000 ans seulement. Alors, c'est clairement pas ça. On s'attend à ce que le Soleil ait un âge similaire à celui des plus vieilles roches qu'on retrouve sur Terre, qui est au moins de 4 milliards d'années. Il y a des hypothèses assez farfelues, comme quoi il y a des astéroïdes, des météorites qui tombent sur le Soleil et que c'est leur énergie qui font briller le Soleil. En fait, ce qui va nous mener à la vraie solution, c'est-à-dire la fusion de l'hydrogène, ça commence avec une découverte expérimentale qui n'a pas rapport avec l'astronomie, qui est faite par un expérimentateur, Francis Aston, qui se sert d'un spectromètre de masse. C'est un appareil qui sert d'un champ magnétique pour faire dévier des particules et mesurer précisément leur masse. Alors, Aston va mesurer précisément la masse de l'hydrogène et celle de l'hélium. Ce qu'il va se rendre compte, initialement, dans ses premières mesures, c'est que l'hélium a à peu près une masse égale à 4 fois l'hydrogène. L'hydrogène, on sait que c'est un proton, un électron. Donc, si l'hélium pèse à peu près 4 fois ça, on s'attend à ce que l'hélium, ce soit 4 protons dans un noyau avec 4 électrons autour. Les 4 électrons permettent d'avoir un atome qui est neutre électriquement, c'est-à-dire autant de charges négatives les électrons que de charges positives.
Donc ça, c'est ce qu'on pense qu'est l'hélium à l'époque. Vous savez peut-être que l'hélium, ce n'est pas 4 protons, 4 électrons, mais c'est 2 protons, 2 neutrons, 2 électrons. C'est qu'à l'époque, le neutron n'est pas découvert encore, alors on pense que c'est ça. Mais on s'attend à ce que, si c'est ça, que l'hélium pèse exactement 4 fois l'hydrogène. C'est parce que si je dessine 4 hydrogènes, je suis rendu à 3, 4, je compte le nombre de protons que j'ai et d'électrons, j'ai exactement la même chose là. Alors, c'est surprenant ce qu'obtient Aston, c'est-à-dire que ça pèse moins que ça. C'est surprenant, mais c'est très intéressant aux yeux d'Arthur Eddington. Arthur Eddington, on l'a déjà rencontré dans le cours sur la gravité. C'est celui qui a mené les 2 expéditions pour mesurer la déviation de la position d'étoiles pendant l'éclipse pour confirmer la prédiction d'Einstein. Alors, Eddington, c'est un grand astrophysicien qui connaît bien Einstein, donc qui connaît la relativité restreinte et son équation E égale mc carré. Alors, lui, il se dit, si quand l'hydrogène devient de l'hélium, qu'il y a un peu de masse qui est perdue, okay, 4 hydrogènes pèsent plus qu'un atome d'hélium, ben, si cette masse-là se convertissait en énergie, ben, ça pourrait être cette énergie-là qui permet au Soleil de briller. L'énergie est conservée, rien ne se perd, rien ne se crée, donc l'énergie de masse qui est perdue pourrait se transformer en énergie lumineuse. Alors, il va faire un calcul. Il va dire, admettons que le Soleil est fait entièrement d'hydrogène. Pendant combien d'années pourrait-il briller? Il obtient 100 milliards d'années. Alors, c'est supérieur aux 4 milliards d'années dont on a besoin. Le problème qu'on a, c'est que quand on observe le spectre d'absorption du Soleil, on l'a vu tantôt, il y a plein de raies d'absorption qui ne sont pas de l'hydrogène. Donc, on a du calcium, du fer, du sodium, et ce sont ces raies-là qui sont les plus sombres. Donc, à première vue, il semblerait que ce soit ces éléments-là et non pas l'hydrogène qui sont présents en plus grande quantité. Donc, son hypothèse, le Soleil composé entièrement d'hydrogène, semble pas vraiment réaliste. Jusqu'à ce qu'une physicienne qui s'appelle Cecilia Payne va calculer qu'à la température de surface du Soleil, il y a 1 milliard de fois moins d'atomes d'hydrogène au niveau 2 d'énergie que d'atomes au niveau 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, mettons que j'ai un gaz, j'ai l'atmosphère du Soleil, puis que je dessine les atomes. Les atomes, je vais dessiner non pas des petits points, mais je vais dessiner leur niveau d'énergie. Alors, elle va calculer qu'il y a 1 milliard de 1 pour 1, 2. Je ne dessinerai pas 1 milliard de 1. Mais vous voyez l'idée? C'est qu'il y a 1 milliard d'atomes qui sont au niveau 1 pour chaque atome qui est au niveau 2. Or, pour pouvoir absorber l'hydrogène et contribuer au spectre d'absorption, donc faire une raie sombre pour l'hydrogène, il faut être au niveau 2. Parce que si je vous rappelle les niveaux d'énergie, 1, 2, 3, 4, pour que le photon rouge, par exemple, qui est incident, puisse être absorbé, il faut que l'atome soit au niveau 2 pour être capable de passer au niveau 3. Si l'atome est au niveau 1, comme la plupart des atomes, presque tous les atomes qui sont là sont, l'énergie du photon rouge n'est pas suffisante pour faire monter au niveau 2. Donc, le photon rouge, il passe tout droit quand il rencontre un atome qui est au niveau 1. Ce qui fait que si on finit par observer des raies sombres dues à l'hydrogène, chacune de ces raies-là est due à des atomes qui sont au niveau 2. Donc, finalement, il y en a vraiment énormément de l'hydrogène. Parce qu'on voit les raies de l'hydrogène presque autant que les raies du fer, du calcium et des autres éléments. Mais ces raies-là qu'on voit, elles sont dues à un atome sur 1 milliard. Donc, finalement, si on voulait dessiner le spectre d'absorption proportionnellement au nombre d'atomes qu'on a, les raies de l'hydrogène seraient 1 milliard de fois plus sombres. Et là, si c'était le cas, on verrait clairement que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans le Soleil. C'est pas évident à comprendre ce point-là. Si vous voyez qu'une espèce de logique, c'est suffisant. Donc, l'implication de cette découverte-là
qui est majeur, c'est une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité, c'est que l'hydrogène est de loin le plus abondant des éléments dans le Soleil. Par extension, le plus abondant des éléments dans les étoiles, donc le plus abondant des éléments dans l'univers, ce qui est assez logique quand on y pense parce que c'est l'élément le plus simple. C'est un proton et un électron s'il est neutre, mais très souvent dans les plasmas stellaires, les électrons ne sont plus liés aux protons, alors on a des protons tout seuls. Donc, très, très grande découverte, celle de Cecilia Payne. L'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans le Soleil. Donc, finalement, le calcul d'Eddington a plus de sens parce qu'il suppose que le Soleil est composé entièrement d'hydrogène. C'est presque le cas. Alors, on voit des raies spectrales associées à d'autres éléments. Ce n'est pas parce qu'ils sont super abondants, c'est vraiment parce que l'hydrogène, lui, quand il fait une trace dans le spectre d'absorption, c'est parce qu'il y en a énormément. Maintenant, 100 milliards d'années, vous savez peut-être, je l'ai déjà dit ou vous le saviez déjà, le Soleil, sa durée de vie, c'est 10 milliards d'années. Alors, on a un facteur 10 trop grand. La solution à ça, c'est Hans Bethe, qui a le surnom de Supreme Problem Solver of the 20th Century. Ce gars-là, on raconte que il assiste à des conférences et puis dans des conférences de très haut niveau. Et dans ces conférences-là, ben, il y a des problèmes qui sont mentionnés. OK, il y a un conférencier qui mentionne, ça fait 6 mois que je travaille sur ce problème-là, je ne suis pas capable de le régler. Et puis l'histoire raconte qu'Hans Bethe, dans le train en revenant chez lui, il résout le problème en question. Alors Hans Bethe, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est déterminer c'est quoi les mécanismes de transformation de l'hydrogène en hélium. C'est bien beau de dire l'hydrogène se transforme en hélium, mais comment il fait pour le faire? C'est pas si évident que ça parce que l'hydrogène, c'est des protons là, qui veulent se rapprocher l'un de l'autre et les protons se repoussent électriquement. Donc, il y a des conditions particulières qui sont nécessaires. Clairement, il va falloir que la température soit élevée. Les protons, si vous les envoyez l'un vers l'autre, ils vont se repousser. Si vous les envoyez à des très grandes vitesses, il y a plus de chances qu'ils réussissent à se toucher et à fusionner. Alors lui, Hans Bethe va calculer que la fusion de l'hydrogène en hélium est possible à partir d'une température de 10 millions de degrés. Si la température est inférieure à ça, la fusion ne peut pas se faire. Par la suite, on va commencer à créer des modèles de structure stellaire. Donc, comment est-ce que la température d'une étoile varie à mesure qu'on se rapproche de son centre. Et les modèles nous indiquent que pour le Soleil, la température, elle est supérieure à 10 millions de degrés dans un volume qui correspond à 10 de son volume total. Alors, faites le lien. Le calcul d'Eddington nous disait si le Soleil est fait entièrement d'hydrogène et que tout cet hydrogène-là peut fusionner, ça nous donne 100 milliards d'années. Ici, Bethe nous amène à la conclusion qu'il y a juste 10 du volume qui peut fusionner. 10 de 100 milliards d'années fait 10 milliards d'années. Donc, la durée de vie du Soleil devrait être de 10 milliards d'années. Alors, c'est comme ça qu'on établit cette valeur-là de 10 milliards d'années pour le Soleil. Et il y a une équation qui nous permet de calculer la durée de vie d'une étoile sur la série principale. En réalité, la série principale, c'est quand l'étoile est à l'âge adulte, c'est quand elle transforme de l'hydrogène en hélium. Une fois qu'elle a fini de faire ça, ben, elle quitte la série principale. Donc, la durée de temps sur la série principale, donc le temps que ça prend à brûler l'hydrogène, voici une équation pour le calculer. T, pour la durée de vie, en milliards d'années, c'est 10 fois la masse de l'étoile, en nombre de fois la masse du Soleil, divisé par la luminosité de l'étoile en nombre de fois la luminosité du Soleil. Alors, vous pouvez voir que pour le Soleil, ça fonctionne. M, c'est 1. L, c'est 1. Vous avez donc 10 fois 1 divisé par 1 qui fait 10 milliards d'années. Alors, plus l'étoile est massive, plus elle a d'hydrogène à brûler. Donc, ça devrait augmenter la durée de vie. Mais plus elle est lumineuse, vous divisez par la luminosité, plus elle est lumineuse, plus elle dépense rapidement son énergie. Alors, plus ça va avoir tendance à réduire la durée de vie. Faisons un exemple. On va prendre une étoile assez massive, Beta du Centaure.
L'état du Centaure, si on va voir sur le diagramme Armstrong-Russell, elle est ici. Beta Centauri, on va estimer à peu près quelle est sa masse et sa luminosité. En fait, on peut voir ici que 10 masses solaires, c'est ici. Alors, on est un petit peu dépassé ça, là, fait qu'on va utiliser la valeur de 10 qui est là, donc ça va être vraiment une estimation qu'on fait là. 10 pour la masse et la luminosité, si on va voir à gauche, on a 10 exposant 5 qui vaut 100 000. Alors, si je reviens en arrière, on a masse de 10, luminosité de 100 000. Donc, le calcul nous dit 10 fois la masse qui est 10, divisé par la luminosité qui est 100 000, ça fait 1 millième. On parle de 1 millième de milliard d'années. Alors, 1 milliard divisé par 1000, ça fait 1 million d'années. Si je retourne voir, ce n'est pas tout à fait la valeur qui est écrite ici. Ici, on vous dit lifetime pour bêta du Centaure, c'est 10 exposant 7. 10 exposant 7, c'est 10 millions d'années. En réalité, c'est, je pense qu'ici, juste par souci d'avoir un beau diagramme Armstrong-Russell, on a mis bêta du Centaure peut-être un petit peu trop haute parce que la vraie luminosité, c'est, je pense, 12 000 fois celle du Soleil. Fait qu'on est loin du 100 000. Alors, si on prend la bonne valeur de luminosité, là, on arrive plus proche de 10 millions d'années. Mais voyez, c'est une estimation de toute façon. Je ne vous cache pas, vous en aurez une estimation de la durée de vie à faire dans le quiz. C'est le seul calcul que vous aurez à faire. Je vais m'arranger pour que les nombres que vous avez à utiliser soient faciles à calculer, là. Si vous avez une calculatrice, ça va vous aider, mais sinon, vous devriez être capable de faire le calcul dans votre tête, là. Pour avoir un aperçu des différents stades de la vie et la mort des étoiles, à partir de la naissance, en passant par la séquence principale, puis les différentes étapes de la mort, qui ne seront pas les mêmes selon qu'on parle d'une étoile massive ou d'une étoile de masse moyenne comme le Soleil, je vous suggère un documentaire qui s'appelle Histoire d'étoiles sur Dailymotion. C'est un documentaire qui est en 2 parties, qui est relativement long dans le sens où je pense qu'au total, on a 45 minutes à peu près pour chaque épisode. Vous n'aurez pas à les regarder au complet. Vous avez les parties importantes qui sont ici avec les temps qui correspondent. Donc, vous avez vraiment les parties importantes: naissance, âge adulte, géante rouge. Ensuite, naine blanche, supernova, étoile à neutrons et trou noir. Dans votre cahier, à la page 36, vous avez un espace pour prendre quelques notes. Vous pouvez vous fier à la taille de l'espace qui est là pour avoir une idée de la quantité de notes que vous devriez avoir à prendre. Il y aura des questions dans le quiz qui concernent le documentaire. Je peux vous dire que je pose des questions sur vraiment les points les plus essentiels. Donc, je n'irai pas dans des détails très, très pointus concernant ces différentes étapes-là. Donc, je vous suggère d'aller voir ça. Et il y a un quiz, c'est le quiz numéro 8 sur Classmarker. Vous avez 10 minutes pour le faire. Donc, encore une fois, c'est jusqu'à vendredi minuit que vous avez pour le faire. Il y a, comme je vous disais tantôt, un calcul seulement à faire. C'est le calcul de la durée de vie d'une étoile à partir de l'équation que vous avez vue. Alors, le diaporama qu'on vient de voir, je vais le rendre disponible dans les documents distribués. Vous pourrez donc le consulter. À bientôt!